Bienvenue à la conférence annuelle du Centre Pearson. Le webinaire d'aujourd'hui sur le Parlement en 2021 se déroule dans le contexte des priorités et des leçons apprises au cours de la dernière année qui a été très difficile et se concentre sur l'année à venir. Je m'appelle Francesca Iacorto et je suis membre du conseil d'administration du Centre Pearson. Je suis également directrice principale des affaires publiques au Conseil national des lignes aériennes du Canada. Comme vous le savez peut-être, le Centre Pearson est un groupe de réflexion progressiste de premier plan qui s'attaque aux problèmes économiques et sociaux actuels. Notre conférence cette année fait suite à nos travaux de l'année dernière, au cours de laquelle nous avons abordé le thème COVID et au-delà, incluant 40 webinaires auxquels ont participé 8000 personnes. Notre conférence, qui se déroule au cours de 3 semaines, consiste de 12 webinaires avec de nombreux dirigeants d'entreprises, des syndicats, des ONG et de nombreux autres experts. Nous sommes aussi fiers de dire que nous sommes le seul groupe de réflexion qui tient une conférence qui inclut des représentants de tous les partis fédéraux et des 2 chambres du Parlement. Comme nous aimons le dire, nous réunissons des personnes et des idées pour trouver de bonnes idées de politique publique. La conférence a un objectif simple qui est de répondre aux 2 questions suivantes. Premièrement, alors que tout ce qui nous entoure évolue si rapidement, comment planifier à long terme? Et deuxièmement, quelles sont les valeurs et les principes fondamentaux que nous devons garder à l'esprit? Je vais maintenant prendre un moment pour remercier nos commanditaires qui rendent cette conférence et ce panel possible. Notre commanditaire platine est Bruce Power et nos commanditaires d'or sont le CN et le Hill Times. Et aussi, un grand merci à nos commanditaires de soutien, les syndicats des métiers de la construction du Canada et l'Association internationale des pompiers. Bien que la participation à ces webinaires soit gratuite, n'hésitez pas à visiter notre site web au thepearsoncenter.ca et à apporter votre contribution. Je suis maintenant ravie d'accueillir notre excellent panel qui comprend des membres de 4 partis. Pour cette discussion, j'ai l'honneur de vous présenter la sénatrice Julie Dechaine du Québec et aussi du groupe des sénateurs indépendants. Nous avons avec nous Greg Fergus, qui est le député libéral de Hull-Elmer et aussi le secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et secrétaire parlementaire de la ministre du gouvernement numérique. Nous avons avec nous aussi Monique Posé, qui est la députée de Repentigny du Bloc québécois. Et aussi avec nous Alexandre Boulris, le député du NPD de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et aussi Marc-André Leclerc, qui est un ancien chef de cabinet d'industrie du Parti conservateur du Canada. Notre modérateur aujourd'hui est le co-président de la conférence et un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant. Brian est également PDG du Centre canadien pour la mission de l'entreprise. Le format sera le suivant. Nous aurons une discussion avec nos invités pendant environ 45 minutes, après quoi nous répondrons aux questions du public. Nous vous invitons donc à poser vos questions dans la boîte à questions sur votre écran et nous répondrons à autant de questions que possible avant de terminer à 8 heures, heure avancée de l'Est. Et sur ce, je cède la parole à Brian. Merci beaucoup, Francesca. Un grand merci à nos panélistes. C'est grandement apprécié que vous soyez là avec nous. Et mille et une fois merci à vous tous et toutes. Nous apprécions le fait que vous avez pris du temps pour nous joindre. Nous voulons bien sûr entendre de nos panélistes, mais nous voulons aussi entendre de vous. Alors, comme Francesca a mentionné, s'il vous plaît, envoyez vos questions à peu près 35 minutes. Dans le webinaire, nous allons essayer de prendre le plus de questions possibles que vous nous envoyez et pour demander à nos panélistes. Nous sommes vraiment ravis au Pearson Center, au Centre Pearson, de vous accueillir et d'avoir une discussion sur le Parlement en 2021. Bien sûr, c'est une année assez mouvementée, alors nous avons plusieurs choses à discuter. Aussi, bien sûr, moi, je veux prendre un moment pour remercier nos commanditaires et encore une fois, les gens qui ont organisé cet événement. Alors, avec tout ça dit, allons-y.
La première question, je vais vous demander à tout le monde, et bien sûr, nous avons des membres du Parlement, une sénatrice, nous avons notre ami Marc-André. Je veux juste souligner qu'il est membre du Parti conservateur et ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, mais Marc-André, à moins que je me trompe, je ne pense pas que vous parlez au nom du parti, mais quand même, nous apprécions énormément que vous soyez là pour donner le point de vue de membres du parti et bien sûr quelqu'un qui a œuvré à l'intérieur du parti. Alors, bienvenue aussi, Marc-André. Alors, la première question, nous allons peut-être débuter dans l'ordre qui a été présenté. Je pense que je ne me trompe pas. Alors, Greg, si vous me permettez, vous pourrez débuter avec la première réponse. À tout le monde, tous les participants, si j'étais vous demander pour nous donner peut-être de quoi que vous aimeriez partager en termes de leçons lors de la dernière année, une année très mouvementée, qu'est-ce qui serait cette leçon que vous aimeriez partager avec l'audience? Écoutez, il y a tellement des choses qui passent par la tête quand j'entends cette question-là. Certainement, dans cette crise sanitaire, j'aimerais que tout le monde prenne des dispositions pour se protéger, pour pratiquer la distanciation sociale, et ainsi de suite. Mais aussi, je dois vous dire, en tant que député, la chose qui a complètement changé, renversé mon monde, c'est de ne plus avoir la chance de rencontrer des gens en personne et de participer dans des événements de ce qu'on fait maintenant, des événements par vidéoconférence. Ça a complètement changé ma vie en tant que député. J'ai été élu avec Monique en 2015 et durant ces 4 ans-là, j'ai assisté à des événements parce que je suis une députée presque locale. Toute ma circonscription est de l'autre côté du Parlement. J'étais toujours aux événements durant la semaine. Je faisais l'aller-retour au Parlement plusieurs fois par jour. Durant les fins de semaine, certainement, les samedis étaient complètement bouqués. Les dimanches, mon épouse et moi, on tenté de trouver un peu de temps en famille. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a aucun événement public qui se passe par Zoom. On est devant un ordinateur 10 heures par jour. Et les fins de semaine, j'ai les fins de semaine et les soirées avec mon épouse. Et c'est bon pour le couple, mais c'est pas le travail d'un député. Alors, j'aimerais voir comment est-ce qu'on va ajuster après la pandémie. De quoi semblera-t-il 2021? Est-ce qu'on va avoir adopté des méthodes hybrides? On va voir. Mais je dois vous dire que je pense que tous les députés qui ont été élus en 2019, ils ont peut-être une vision particulière d'un rôle d'un député parce que tout a beaucoup changé depuis 12 mois. Merci beaucoup, Greg. Je ne fais pas de commentaires sur les réponses à tout le monde, mais je veux juste dire que c'est bien que vous réalisez, bien sûr, il y a beaucoup de sacrifices pour tous les politiciens et politiciennes, mais surtout ceux et celles qui ne vivent pas où se trouve le Parlement ou l'Assemblée législative avec le voyage qu'ils ont besoin de faire pour faire leur fonction. Alors, merci pour ça, Greg. Alors, Monique, on passera à vous, même question. Bien, écoutez, il y a des choses que Greg a dit que je partage tout à fait, mais les contacts, nous autres, les députés, je pense qu'on est un petit peu comme des artistes. On a besoin des gens, c'est leur feedback, finalement, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, et c'est ça qui nous manque actuellement. Je veux dire, on n'a pas ça, la poignée de main franche, la discussion, ça nous manque vraiment. Là. Je pense que, moi, je dis aux gens, si vous voulez être député, il faut que vous aimiez le monde. Si vous n'aimez pas le monde, pensez pas être député. Là. Première des choses. Ensuite, le travail aussi dans la circonscription a changé parce que là, surtout au départ, là, il y a 1 an, je veux dire, les gens nous appelaient, les gens, ils avaient peur de perdre leur emploi, ils avaient peur de ne pas avoir assez d'argent, ils avaient peur pour leur santé. Fait qu'on s'est trouvé un petit peu à être pas des psychologues, mais je veux dire, à vraiment les rassurer. Puis, tu sais, c'était un travail complètement différent là, qui nous a été donné. Mais je dirais qu'il y a 2 grandes leçons qu'il faudrait retenir de ça. D'abord, prendre soin des gens.
Bon, écoutez, je vous le disais tantôt, je viens du monde syndical. Alors, c'est sûr que parler des infirmières, des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, que ce soit les infirmières, les préposés, ça tu sais, ça va, là, c'est comme une deuxième nature de penser aux gens, à ces gens-là. Mais là où je me dis, on pensait moins peut-être à ces gens-là, juste là, aller à l'épicerie, la personne qui place les choses sur les tablettes. Puis je vous dis ça parce que quand ça a commencé, là, les gens étaient fous là, dans les épiceries. Là. Ça se bousculait, ils avaient peur de manquer de quelque chose. Et là, je me dis, ces gens-là que, hein, comme vous et moi, j'imagine, on les voit pas, ils sont là, ils placent. Des fois, si on cherche quelque chose, ils sont là. Donc, de réaliser le travail invisible, j'ai le goût de dire, de tous ces gens-là qui font en sorte que on passe à travers la pandémie, mais qu'on passe à travers la vie également. Donc, ça, pour moi, là, ça a été une leçon à tirer de la pandémie. Tout le monde, que ce soit la caissière, celui qui place, celui qui nettoie dans la rue. Alors, tout ça, c'est tellement important. Puis, je trouve que c'est des gens à qui on ne pense pas assez souvent. Et l'autre grande leçon, je dirais, c'est, écoutez, l'Organisation mondiale de la santé, le 11 mars, a déclaré que c'était une pandémie. Le 11 mars, le Bloc québécois a fait parvenir un communiqué avec des idées à mettre de l'avant. Il y avait des idées au niveau de la gouvernance. On suggérait qu'il y ait des conférences de presse de façon régulière, qu'il y ait une concertation des pays écrivains. On avait des suggestions au niveau bien sûr du volet sanitaire, l'encadrement à la frontière. On avait aussi des idées au point de vue économique, donc soutenir les travailleurs, assurer une subvention salariale aussi aux entreprises. Mais ce que je trouve, c'est que tous les partis, ça, c'est le Bloc avait mis ça de l'avant la journée même, mais tous les partis ont travaillé ensemble, je dirais, pour faire en sorte d'avoir un plan qui fasse en sorte qu'on n'oublie personne. C'est sûr que il y a des mailles là, dans le filet qui étaient plus lousses et il y a des gens qui ont tombé dedans, ça c'est clair. Puis on revient souvent à essayer de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Mais il reste qu'en partant, les partis ont participé. Et est-ce que c'est parce que c'est un gouvernement minoritaire? Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a eu une écoute de la part du gouvernement au pouvoir pour faire en sorte qu'on travaille ensemble pour aider les gens. Alors, c'est pas parfait. Il y a encore plein de gens là, qui souffrent de la pandémie, mais pour moi, c'est une leçon à tirer là, que, ouais, là, on peut s'asseoir puis travailler ensemble. Merci beaucoup, Monique. C'est vrai, dans le monde virtuel, c'est un peu plus difficile d'avoir de l'énergie de notre audience. Alors, lorsque vous parlez tous et toutes, je vais essayer de donner beaucoup d'énergie puis vous dire que ça va bien. C'est fantastique. Merci beaucoup, Monique. Alors, on va passer au téléphone. Alexandre, vous êtes avec nous? Alors, la même question. Oui, je suis avec vous. J'aurais bien aimé être en vidéo aussi, ça n'a pas fonctionné. Mais je salue mes collègues de la Chambre des communes et puis la sénatrice également. Et je tiens à dire que je suis pas mal d'accord avec ce que Greg et puis Monique viennent de dire. Et c'est pas si souvent que ça arrive en politique, mais je pense qu'ils ont soulevé de très bons points. Et pour suivre avec Monique, je dirais qu'une chose qu'on a appris de la pandémie, c'est à quel point aussi on est dépendant puis on doit prendre soin des gens qui prennent soin de nous. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin des médecins, des infirmiers, infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, de tous ceux qui sont dans notre système de santé, qui sont au front depuis vraiment 1 an, qui sont des super-héros, sérieusement. Et j'espère qu'on va faire tout ce qui est en notre possible pour que leur charge de travail soit le moins lourd, le moins difficile possible. C'est pas juste que nous, on veut pas être malades, c'est qu'il faut que nos services publics puis notre système de santé soient capables d'absorber le choc puis que les gens qui y travaillent soient capables de continuer à être fonctionnels puis avoir une vie quand même correcte. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a réalisé. Et la deuxième chose que je dirais avant de terminer, c'est à quel point on a vu aussi que notre filet de sécurité sociale était inadapté, que notre système d'assurance emploi, particulièrement,
avait des grosses trous dans les mailles, comme des espèces de fromage gruyère, et qu'on doit vraiment faire plus pour être capable d'incorporer puis de protéger des gens qui sont pas là, comme les gens des arts et de la culture, les pigistes, les travailleurs autonomes, les contractuels. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que dans l'avenir, s'il y a une autre crise qui se produit, qu'on n'échappe pas personne. Parce que là, on a échappé pas mal de gens pendant pas mal de mois sur un paquet d'enjeux. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. On aurait bien aimé que vous soyez avec nous par vidéo, mais on apprécie énormément ça, que vous soyez là, même par téléphone. Alors, merci pour ça. Sénatrice Miville-Deschênes, alors à vous. Oui, merci, Monsieur Galland. Donc, je ne répéterai pas ce que mes collègues ont très bien dit. Moi aussi, je m'ennuie du contact avec les gens. J'ai pas d'électeurs parce que je suis sénatrice, mais je m'assure d'essayer d'aller parler beaucoup à des écoles, des groupes d'étudiants, enfin d'avoir un contact avec la société. C'est ce qui nous nourrit, qu'on soit au Sénat ou à la Chambre des communes. Mais je vous avoue que moi, j'ai eu un grand sentiment d'impuissance et d'inutilité au début parce que, bon, évidemment, j'ai été journaliste, j'ai fait mes Sciences Po. On sait tous qu'en crise, le Parlement souffre, le parlementarisme souffre parce que les pouvoirs se concentrent à l'exécutif et c'est complètement normal. On est en situation de crise, puis il faut agir vite. Donc, il y avait quand même un peu de débat à la Chambre des communes, mais quand on arrivait au Sénat, alors là, on est devenu une chambre, littéralement, qui entérinait extrêmement rapidement les décisions. Et je suis pas en train de dire que c'était pas la chose à faire. Bien sûr, il fallait le faire parce qu'il y avait des projets de loi d'urgence, il y avait la PCU, mais ça rendait notre travail un peu mécanique et on siégeait peu. Et on regardait, bien sûr, moi je regardais tous les travailleurs dans les épiceries, dans la santé, en disant mon Dieu, que mon propre travail en ce moment est peu, comment dire, est pas au cœur des choses. Alors évidemment, pour moi, c'était nouveau parce que j'ai été journaliste avant pendant des années et au contraire, pendant les crises, c'est là que le journalisme, l'information devient important. Or, ça a été une leçon pour moi. Par ailleurs, je vous dirais que c'est aussi ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a quand même eu un paradoxe. Autant le Sénat a été peu visible, c'est peu rencontré, autant dans le dernier débat qui a eu lieu sur l'aide médicale à mourir, moi, pour la première fois, j'ai vu le Sénat avec un amendement sur le fait d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales. Alors, j'ai vu le Sénat aller plus loin que l'intention du gouvernement sur un projet de loi en temps de pandémie, alors qu'il y avait des restrictions assez claires sur le temps qu'on pouvait consacrer à ce débat. Et comment dire, moi, j'étais pas d'accord avec cet amendement, entendons-nous, pas du tout, j'ai voté contre, mais je vous dirais que ça me donne aussi espoir que dans cette réforme qu'on tente de faire au Sénat, il va y avoir parfois des moments où le Sénat va agir, ne plaira pas à tout le monde, mais le fait pour toutes sortes de raisons. Et là, le gouvernement peut décider ou non de tenir compte de ce que le Sénat fait. Mais tout ça, de mon point de vue, c'est quand même cette idée qu'il y a des ressources au Sénat, il y a des gens qui réfléchissent tout comme à la Chambre des communes. Et parfois, sur certains sujets qui sont beaucoup sur les droits, la constitutionnalité, bien le Sénat diffère. Donc, il y a ces deux éléments assez différents qui caractérisent, je vous dirais, cette pandémie, mais essentiellement, moi, je suis une hyperactive. Alors, j'ai hâte qu'on reprenne le travail. On n'a pas les comités, sauf 3, les comités n'ont pas siégé depuis longtemps, et c'est là qu'on fait le travail de fond sur les projets de loi. Très intéressant, une perspective qui est différente évidemment des autres panélistes. Alors, merci beaucoup pour ça. Marc-André, à vous la parole. On n'entend pas votre audio, la phrase de 2020-2021. Oui, est-ce que vous m'entendez? Là, oui, absolument. Oui, désolé. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Effectivement, moi, j'ai vécu ça un peu de l'extérieur, mais j'ai encore beaucoup d'amis, autant dans le caucus conservateur que d'anciens collègues qui étaient employés comme moi politiques.
Et j'aimerais ça soulever 2 points. C'est un peu sur faire du pouce un peu sur ce que la sénatrice a dit tout à l'heure. C'est autant pour le Sénat, je pense que la dernière année était un rôle difficile, comme elle disait, était plus mécanique, mais également aussi, c'est sûr que pour le gouvernement, je pense que ça n'a pas été, c'est jamais évident parce que tu vas prendre des bonnes décisions, d'essayer d'être rapide, c'est des grosses décisions, mais moi, j'ai toujours une pensée pour l'ensemble des partis d'opposition. C'est très difficile, et Mme Posé en parlait tout à l'heure, de soumettre des idées, mais également de critiquer, d'avoir le bon ton. Et c'est pas évident parce que je suis sûr que les élus ont rencontré des gens quelques personnes peut-être là, sur la route, mais surtout des communications là, électroniques où les gens leur disent vous devriez être plus sévère envers le gouvernement, puis vous devriez se ressortir les dents, fighter un peu plus. Et ça demande, en temps de pandémie, ça demande vraiment de marcher sur un fil de fer. Et je pense quand même à la Chambre des communes, ça s'est bien fait. C'est certain que chaque parti ne peut pas être d'accord sur tout, mais également, c'est un travail pour le gouvernement de recevoir les critiques, mais également, ça prend vraiment un travail du côté des élus de l'opposition. Puis c'est pas facile pour autant pour les chefs, les élus dans l'opposition, de se faire un chemin là-dedans. Et souvent, on a même vu des observateurs, des analystes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de maintenant que j'ai quitté la colline, des tribunes qui ont participé à des émissions comme À la Joute, avoir une chronique dans des médias écrits. Et souvent, les chroniqueurs, on a tendance à dire mais les partis d'opposition devraient arrêter de critiquer, on est en mesure de guerre, entre guillemets. Mais à la fin de la journée, au Parlement canadien, depuis la nuit des temps, on débat de tout et de rien. Hein. Le législateur a mis des règlements sur tout, des lois sur tout, mais là, la pandémie, il ne faudrait pas en débattre. Fait que moi, je lève mon chapeau autant, bien sûr, au gouvernement parce que c'est pas évident, mais également aux partis d'opposition. Puis, mon deuxième point également, c'est à toutes les... Ça, c'est peut-être parce que j'étais un employé politique pendant 10 ans sur la colline. C'est derrière les élus, il y a des employés qui font des heures interminables. Même si ce n'est pas ma famille politique, j'ai des bonnes connaissances, des gens qui travaillent au bureau du premier ministre ou dans des cabinets de ministres que j'ai appris à connaître au fil des années à Ottawa. Puis ces gens-là travaillent fort et c'est sûr que les élus sont devant, mais pour qu'un élu, un ministre, un secrétaire parlementaire ou le premier ministre ou peu importe les députés soient devant les caméras, ça prend des gens en arrière pour soit faire bouger les machines ou pour l'opposition, tu ne peux pas compter sur des fonctionnaires. Fait que tout ce qui est monté, toutes les places, il y a des gens qui sont derrière ça, dans des contextes eux aussi familiales, pas difficiles. Fait que puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent ce soir, donc je relève mon chapeau parce que je sais que autant campagne électorale, comment ça peut prendre du temps, que là, c'est comme une campagne électorale. Ceux qui pensaient que la campagne électorale de 2015 avait été longue, bien ceux qui sont impliqués de près ou de loin avec nos élus dans la pandémie, c'est comme une campagne électorale qui finit jamais. De très bons points, Marc-André. Je disais toujours au gouvernement, les employés politiques, ce sont des personnes qui ont peut-être toutes les failles d'être politiciens, mais ils n'ont vraiment pas les bénéfices. Au moins des politiciens, politiciennes, souvent, ils vont peut-être avoir un peu de gloire, comme qu'on va dire, ils vont être capables de faire des annonces, évidemment beaucoup de sacrifices aussi, mais on oublie souvent les employés politiques. Alors, merci pour ça, Marc-André. OK, la prochaine question, nous allons chevaucher ça un peu, comme on dirait. Alors, Monique, je vais débuter avec vous, si ça vous va. Quelles sont les priorités de votre parti pour la prochaine année? Est-ce qu'on a toute la soirée? Alors, oui, moi, bien sûr, je l'ai, là, mais je ne suis pas sûr pour le reste. Donc, c'est sûr qu'on va continuer, nous autres, à s'occuper des citoyens, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des aînés, de demander aussi d'autres, que ça aille mieux pour la crise sanitaire, pour suivre évidemment les vaccins et tout ça. On a fait aussi une journée complète sur l'assurance maladie pour les personnes malades, l'assurance emploi pour les maladies graves. Alors ça va rester au cœur de nos revendications. Il y a le logement aussi, le logement des Premières Nations, l'eau potable. Fait qu'on en a beaucoup. On pense donc ça pour les citoyens. Pour les entreprises, un petit peu comme je disais tantôt, va falloir continuer à les soutenir, les entreprises, présentement, mais aussi tant que ça ne sera pas repris, mais on peut bien sûr essayer de les soutenir, d'avoir des mesures d'aide pour les employés, pour les travailleurs, mais aussi pour les petites entreprises, dans le sens, par exemple, de recherche et développement, d'améliorer
de pas reprendre comme on a arrêté le 11 mars 2020, mais d'être meilleur. Et je pense bien sûr à l'environnement, tu sais, d'avoir des meilleures technologies propres, donc de soutenir les PME vers ça. Bien sûr, on va vouloir tirer profit des atouts du Québec. On a lancé la semaine passée des idées par rapport à la forêt. Il ne s'agit pas de couper plus d'arbres, il s'agit de couper mieux et d'utiliser. Je veux dire, j'ai appris des mots que je suis pas capable de vous répéter parce que je ne sais pas encore. Mais je veux dire, il y a des choses que quelqu'un nous expliquait qu'avant, on jetait. Et maintenant, on ne jette plus. Parce qu'on peut faire avec ça du bioplastique, ou on peut faire des cosmétiques, ou on peut faire. Donc, d'utiliser mieux la forêt. Il y a l'aérospatiale, parce qu'on sait qu'au Québec, l'aérospatiale, c'est important. Il y a l'agriculture, bien sûr, avec la gestion de l'offre, encore là, avec le gouvernement. Je veux dire, notre projet de loi pour la gestion de l'offre, il est rendu en comité pour être étudié. Et je ne peux pas non plus passer sous silence qu'on veut une relance verte et juste, donc juste pour les travailleurs, parce que les travailleurs qui peuvent perdre leur emploi à cause des changements climatiques, ils n'ont pas à payer, dans le fond, tout seul parce que tout le monde, on a consommé à outrance ou tout le monde, on n'a pas fait attention. Donc, aller vers une relance en pensant aux travailleurs, bien sûr, avec les paradis fiscaux, puisque la pandémie a coûté cher, mais il y a du monde qui ne paye pas leur juste part dans la société. Donc, de ramener ça, les paradis fiscaux, tous les avantages fiscaux aussi aux entreprises qui sont les plus polluantes. Et bien sûr, je penserai à Trans Mountain, je penserai à toutes les énergies fossiles. Puis, il va terminer avec l'électrification des transports. Ça, je vous en parle parce qu'au comité environnement, on a eu un rapport unanime là-dessus. Et donc, tous les partis sont d'accord pour aller vers une loi fédérale qui imposerait aux constructeurs de fournir des voitures parce qu'actuellement, je dis, c'est pas ça qui se passe. Alors, au contraire, je dirais que les constructeurs automobiles, ils font beaucoup, beaucoup de publicité pour des gros pick-up et ils font pas beaucoup de publicité pour les voitures électriques. Alors là, on ne peut pas continuer quand on sait que le transport est le premier facteur de gaz à effet de serre. Il faut agir là-dessus. Je pense que je vais laisser la place aux autres aussi. Passe la planche. Oui. Alexandre, priorité pour le NPD pour la prochaine année. Oui, merci beaucoup. Écoutez, nos priorités, je vais essayer de faire une image parce que j'ai pas d'image en ce moment avec vous. Je vais faire une image d'une personne qui marche sur deux jambes. Alors, on se concentre sur deux jambes. La première jambe, je dirais, c'est la jambe des revenus. Comment on est capable d'assurer plus d'équité fiscale puis de justice fiscale? Ça, c'est-à-dire que nos préoccupations, nous, au NPD, c'est que les super riches puis les grandes compagnies, les multimillionnaires, payent leur juste part. On a juste à penser qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Canada. Et le NPD, on est le seul parti qui demande un impôt sur la fortune. Les gens du web ne payent pas d'impôt au Canada en ce moment. Les Facebook, Netflix ne payent pas d'impôt. Comment ça se fait qu'ils ne payent pas d'impôt alors que nos compagnies sur le coin de la rue ou dans le centre-ville, eux autres, ils doivent payer les impôts comme tout le monde? Comment ça se fait qu'on n'a pas peut-être un impôt de guerre, quelque chose de spécial pour les profits excessifs qui ont été faits en temps de pandémie? Parce que en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup. Évidemment, on parle de culture, tourisme, restauration, les bars, les restaurants. Mais il y a des gens qui ont beaucoup gagné. Pensons juste à Amazon. Et ces gens-là devraient peut-être contribuer pas mal plus, en fait, selon nous, au NPD. Donc ça, c'est la première jambe, la jambe des recettes. Après ça, il y a la jambe des investissements. Comment on dépense dans la société, quels programmes sociaux on met de l'avant. Et puis, nous, on dit il faut avoir un service de garde public universel. Au Québec, on l'a déjà, mais au reste du Canada, c'est pas mal plus difficile. Il faut avoir un meilleur filet social pour les travailleurs et les travailleuses. Il faut avoir une assurance médicaments, puis il faut avoir un meilleur système de santé public qui est accessible à tout le monde. Donc, on a ce côté-là de qu'est-ce qu'on doit faire avec la société pour améliorer notre vivre ensemble, qui est beaucoup axé sur la santé, les services sociaux et
les services publics. Puis de l'autre côté, ben aller chercher l'argent là où il est, que les libéraux et conservateurs n'ont jamais voulu faire dans les 200 dernières années, en fait. Merci beaucoup pour l'image. C'était bien fait de nous donner les deux jambes. Marc-André, je sais que vous ne pouvez pas nécessairement parler au nom du parti, mais selon vous, ça serait quoi qui devrait être les priorités pour le Parti conservateur dans la prochaine année? Ben, effectivement, pour les conservateurs, on a vu, tu sais, pour eux, c'est sûr qu'en pleine pandémie, de faire une course sur les leadership, c'est tout qu'un défi de faire ça. Heureusement qu'on est possible de faire un vote par la poste ou de façon électronique. Donc, pour M. O'Toole, c'est déjà là que d'être un chef. On dit souvent que le pire rôle au Parlement canadien, c'est d'être chef de l'opposition. D'être en plus chef de l'opposition en temps de pandémie, on s'entend que ce n'est pas le meilleur moment de faire une visibilité, mais quand même, M. O'Toole a profité du dernier congrès du parti au mois de mars pour présenter 5 grandes priorités. On parle d'éthique, bien entendu, de santé mentale, d'économie, d'équilibrer le budget. Donc, des thèmes qui sont chers là, au Parti conservateur. On a vu aujourd'hui même M. O'Toole quand même faire un grand changement dans les politiques conservatrices au niveau de l'environnement en proposant une tarification sur le carbone. Et à partir de ce moment-là, ça va être intéressant de voir comment le parti va évoluer à ce niveau-là. Et je pense pour l'ensemble des partis, et c'est intéressant d'entendre l'ensemble des députés ce soir, c'est en 2015, en 2019, excusez-moi, dans une campagne, on parle souvent de la ballot question. En 2019, il n'y avait pas vraiment de thème majeur. Il y a plusieurs choses primaires ou secondaires qui ont popé durant la campagne. Mais là, je pense que pour la prochaine, qui devrait avoir lieu en 2021, on sent vraiment qu'il y a une question de l'urne, à savoir comment on veut se relever de la pandémie. Fait que ça va être très intéressant dans ce contexte-là de voir comment chacun des partis va présenter le Canada du futur, entre guillemets, ou un Canada après la pandémie, et de voir aussi, ça va être quoi l'humeur des Canadiens? Est-ce qu'on parle vraiment que les gens sont prêts du jour au lendemain à vraiment avoir un Canada meilleur, rénové, 2.0, puis on corrige toutes les erreurs qu'on a vues au cours de la dernière année pendant la pandémie, ou les gens ils veulent seulement revenir à l'État, à leur situation, de voir leurs proches, d'avoir un travail, d'avoir une sécurité comme ils avaient, exemple, le 11 ou le 12 mars 2020. Donc, ça va être très intéressant. La prochaine campagne, c'est vraiment une campagne très importante où les partis politiques, sur un enjeu qui va être capital sur la relance du pays, sur la relance de l'économie, de voir des solutions, parce que des fois, il y a des campagnes électorales, soit provinciales ou fédérales, des fois, on ne sait pas trop c'est quoi l'enjeu principal de la campagne. Tu sais, si on se rappelle la campagne dans les années 80 fédérales, c'était l'accord Canada-États-Unis de libre-échange. C'était ça le point majeur. Mais là, les dernières, il n'y en avait pas vraiment. Mais là, il y a vraiment une belle opportunité pour chacun des partis de briller et de présenter leurs solutions aux électeurs. Avec une année mouvementée, ça vient avec l'incertitude, il n'y a pas de doute. Greg, les priorités pour le Parti libéral lors de la prochaine année? Écoutez, je ne veux pas répéter parce que je pense qu'il y a plusieurs choses où on s'entend avec toutes les parties, mais je pense que je peux décrire ça simplement dans 3 grands axes. La première, c'est cette crise sanitaire. Il faut continuer à surmonter cette situation. Il faut soutenir les gens, les entreprises pour dépasser cette situation terrible. Il y a des effets certainement néfastes sur notre santé, mais aussi sur notre économie. Deuxièmement, il faut planifier puis soutenir, prendre des mesures pour soutenir la relance économique et aussi, encore une fois, de commencer à adresser ou à répondre aux failles qui sont devenus terriblement évidents dans notre société à cause de cette pandémie. Ces failles-là existaient depuis toujours, mais c'est devenu vraiment apparente durant la pandémie. Monique, Alexandre et même Julie l'avaient mentionné dans la question antérieure où ce qu'on voit tous ces travailleurs essentiels, mais on ne les paye pas bien, on ne les valorise pas, mais notre société ne peut pas fonctionner sans eux. Alors, il y a toute cette question de comment est-ce qu'on va soutenir la relance économique plus équitable.
Et troisièmement, il y a une autre crise qui existe. Et ça, c'est la crise climatique. Et il faut, ça c'est quelque chose qui va certainement perdurer. Et il faut prendre des actions maintenant. Alors, il devrait y avoir une façon d'investir, de faire faciliter ce tournant vers pour qu'on puisse créer un Canada qui va faire sa part pour combattre les changements climatiques. Merci beaucoup, Greg. Alors, la sénatrice pour peut-être nous parler un peu des priorités du Sénat. Oui, alors c'est différent parce qu'évidemment, le Sénat n'a qu'une priorité, c'est d'étudier, la priorité des priorités, c'est d'étudier les projets de loi qui nous arrivent de la Chambre des communes. C'est ça notre rôle. Mais par ailleurs, comme on est maintenant 80 sénateurs indépendants et 20 sénateurs conservateurs qui restent en caucus, et vous comprenez bien qu'à peu près chaque député indépendant a son agenda sur ce qu'il veut faire, ses priorités. Donc, je vous donne un exemple qui a été important pendant la campagne, pendant la pandémie. Kim Pate, la sénatrice Kim Pate a fait une campagne extrêmement forte et qui a quand même donné pas mal de résultats sur l'importance du revenu minimum garanti. Donc, elle s'est exprimée beaucoup là-dessus. Vous le savez, l'île du Prince-Édouard pourrait lancer un projet pilote. Donc, on peut dire qu'il y a des causes comme ça qui deviennent importantes et où le Sénat participe, si vous voulez, au débat public. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va être une année où on va pouvoir avoir les outils pour que cette réforme débutée par le Premier ministre Trudeau du Sénat se poursuive, parce qu'en ce moment, on vit des blocages procéduraux et on vit avec des règlements qui datent d'une époque où le Sénat était fait d'un parti gouvernemental et d'une opposition. Or, le Sénat, ce n'est plus ça, mais toutes les procédures et les règlements n'ont pas suivi. Donc, par exemple, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on ne siégera pas mercredi et jeudi, mais seulement mardi, parce qu'on privilégie bien sûr les affaires du gouvernement, mais toutes les choses non gouvernementales ont disparu. J'ai une motion, moi, pour que Raif Badawi obtienne la citoyenneté canadienne, qui est une motion qui a d'abord été présentée par le Bloc québécois, adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes. Ben, du côté du Sénat, on ne peut pas se pencher sur ces questions, ni sur les projets de loi privés qui stagnent. J'en ai deux, moi, sur ces questions-là, question de pornographie, puis d'accès des enfants à des sites pornographiques. J'aimerais qu'il y ait de la vérification d'âge et aussi un projet de loi qui a été initié à la Chambre des communes sur l'idée que les entreprises devraient être obligées d'examiner leur chaîne d'approvisionnement et de faire rapport une fois par année pour éviter justement le travail forcé qu'on voit maintenant à bonne dose en Chine avec les Ouïghours. Donc, il n'y a pas vraiment une priorité au Sénat, je vous dirais, mais surtout, d'abord et avant tout, compléter cette réforme pour nous donner les outils pour avancer et arrêter d'être bloqués. Très bon point, merci beaucoup. Alors, je peux vous dire que ça fait à peu près 7-8 fois que j'ai la tâche de modérer une discussion et c'est la fois que j'ai eu le plus de questions. Alors, les gens veulent vraiment entendre parler de vous. Alors, je vais vous demander, parce qu'on est quand même plusieurs, que vraiment là, une phrase ou deux, si vous pouvez, pour les réponses, parce que là, on va essayer d'en passer le plus possible. Alors, je vais débuter, on va y aller le plus rapidement possible. Alexandre, je vais aller avec vous en premier. Alors, la première question, puis là, par la suite, on ira avec les autres panélistes. Selon tout le monde, on a touché ça un peu, je pense, mais c'est une question plus directe. Selon tout le monde, quel est l'élément le plus important à inclure dans le prochain budget? Alexandre. C'est une très, très, très grande question. Je pense que dans le prochain budget, la chose qui est la plus essentielle, c'est qu'on s'assure d'avoir les revenus nécessaires pour être capable de payer nos programmes sociaux puis nos programmes de justice sociale. Donc, il faut que les super riches et les grandes compagnies fassent leur part. Je dirais, en une phrase, c'est ça ma réponse. Tu as choisi une des jambes que vous avez décrites tantôt. Exactement. La sénatrice. Moi, je dirais, écoutez, en raison de la pandémie, des transferts
plus important aux provinces en santé. Je ne crois pas par ailleurs que des normes nationales devraient encadrer ce qui se passe dans les CHSLD. Oui, ça a été plutôt horrible au Québec, mais je ne pense pas que de façon magique, des normes nationales vont régler des choses. Il faut qu'on mette la main à la pâte, tout le monde, mais ça prend bien sûr des budgets pour mieux payer ces employés de l'ombre. Merci beaucoup. Marc-André. Moi, je pense que dans le prochain budget, ce serait intéressant d'avoir un chemin vers un retour à l'équilibre budgétaire. Je sais qu'on est encore en pandémie, je sais qu'il y a encore beaucoup de dépenses, mais ça nous prend un horizon, ça prend un objectif à long terme parce qu'il faut penser aux générations futures. Monique. Écoutez, Madame Miville-Deschênes m'enlève les mots de la bouche. je dirais juste autrement, tirer des leçons de la pandémie. Et les leçons de la pandémie, elles sont sur plusieurs fronts, mais principalement justement sur la santé, donc les transferts en santé, mais également sur la lutte à la crise climatique, parce qu'il n'y en a pas de vaccin, mais actuellement, il y a une perte énorme au niveau de la biodiversité. C'est pas juste dans d'autres pays, c'est ici aussi, au Canada, en Amérique du Nord, et on a vu que la pandémie, ben, elle vient probablement d'une perte justement au niveau de la biodiversité. Ça a facilité l'arrivée du virus. On en vit une actuellement. On en va, la prochaine, d'après moi, elle ne sera pas dans 50 ans, là, elle va être plus rapidement que ça. Donc, tirer des leçons de la pandémie au niveau de la protection de l'environnement et de la santé. Merci beaucoup. Je voulais que Greg passe en dernier parce que je sais qu'il va juste dévoiler c'est quoi dans le budget. Là. Alors, vas-y, Greg. Effectivement, tout le temps que ça prend. J'ai perdu ma copie du budget. Non, écoutez, c'est une réponse et demie peut-être. Je pense pour combattre les changements climatiques, pour rebâtir mieux notre économie, tout se passe par la cohésion sociale. Comme j'ai dit, on a découvert, on ne peut pas ignorer les faiblesses qui existent dans notre société. Puis je pense que dans ces mesures-là, il faut s'assurer que tout le monde soit qu'on investisse dans quoi qu'il en soit pour s'assurer que tout le monde va se sentir partie intégrante de notre société, parce que si on va tenter dans le bon français, de dealer avec les changements climatiques, il faut qu'il y ait de la cohésion sociale. Merci beaucoup, Greg. Je vais jumeler deux questions maintenant. Alors, sont assez proches, mais vous pouvez quand même faire deux phrases peut-être pour cette question. Alors, les deux questions sont, que peut faire le Canada pour sortir de la pandémie plus résilient? Et par la suite, après la pandémie, quelle est selon vous la première chose sur laquelle le gouvernement commencera à travailler ou devrait commencer à travailler? Alors, la sénatrice, si ça vous va, on va débuter avec vous. Alors, sortir de la pandémie plus résilient et la première chose que le gouvernement devrait faire une fois sorti de la pandémie. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs leçons dans cette pandémie, mais une d'entre elles est cette idée de l'achat local et du fait d'avoir ce dont on a besoin pas trop loin de nous. C'est vrai pour les vaccins, ça a été vrai au tout début de la pandémie, maintenant encore pour tous les équipements de protection individuelle. Et quand même, je vous dirais que ça a commencé au niveau de l'achat local, a été très populaire pendant cette pandémie. Donc, il y a quand même une prise de conscience que oui, la mondialisation existe, mais on a vu des faiblesses dans nos chaînes d'approvisionnement à cause de ça. Donc, je vous dirais que c'est une des leçons importantes. Et l'autre leçon, ben, et ça vient avec, c'est que ailleurs, dans justement ces chaînes d'approvisionnement, on a vu à quel point la pandémie avait fragilisé des vies déjà fragiles, une oppression. Je reviens sur le travail forcé, le travail des enfants qui est plus important que jamais à cause de cette pandémie, des conditions difficiles ailleurs. Donc, je crois qu'il faut éviter cet égoïsme qui, tu sais, on veut des vaccins, on veut des équipements de protection et ne pas penser à ce qui se passe ailleurs dans des sociétés beaucoup, beaucoup, beaucoup moins favorisées que nous pour ce qui est de la violence faite aux femmes, la pauvreté, l'oppression. Donc, avoir, comment dire, là, je suis vraiment au-dessus de mes deux phrases. J'arrête. Avoir un cœur plus grand et penser aux autres.
C'est quand même très intéressant. Merci beaucoup. Marc-André. Je pense que la pandémie, j'aime beaucoup le point sur l'achat local que la sénatrice a mentionné, c'est hyper important, tu sais, qu'on est obligé d'importer des masques ou des blouses de l'étranger. On est vraiment été hyper dépendant, mais je pense qu'on va devoir travailler sur notre réseau de la santé, puis ça va commencer aussi par le financement du fédéral. On a vu les lacunes. On sait que dans certains coins du pays, on a senti comment notre système était fragile pendant la pandémie, mais comment notre système était fragile avant la pandémie, parce que dès qu'on a vu que dès que quelques personnes rentraient pour être hospitalisées aux soins intensifs, comment c'était lourd pour les gens sur le terrain. Donc, on aura un grand travail à faire sur notre réseau de la santé pour la rétention du personnel, l'équipement et tout ce qui vient avec. Les bons points. Greg. Écoutez, ça va se ressembler à ce qui vient d'être dit, mais encore une fois, je pense que les Canadiens s'en foutent de qui s'occupe de quoi. Ce qu'ils veulent, c'est que quand on a ces gros défis devant nous, qu'on agisse ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on s'entretient, des voisins, les résidents, les citoyens d'une province à l'autre. Les choses vont bien quand tout le monde met toutes leurs mains à la pâte pour travailler ensemble. Alors pour moi, le plus gros défi, c'est d'avoir un projet national, mondial, effectivement, pour dire, OK, si on va s'attaquer au changement climatique, il faut que nous soyons, qu'il y ait de la cohésion sociale, qu'on travaille tous ensemble pour le faire. Alors, n'importe quelle initiative qui va aller dans ce sens-là, je vais appuyer. Merci, Greg. Monique. Oui, alors rapidement, oui, on essaie. Je pense qu'effectivement, la pandémie a montré tous les mauvais côtés de notre société, mais quand je pense à pauvreté et violence faite aux femmes, c'est pas juste dans les autres pays, mais c'est chez nous aussi. Mais je vais me raccrocher également à ce que la sénatrice, que Marc-André a dit aussi par rapport aux entreprises. Moi, je pense l'aide aux entreprises, mais l'aide aux entreprises de façon très large. Comme je me disais, pour les aider à tourner vers des technologies plus propres, pour que les gens puissent conserver leur emploi. Parce que moi, je me dis toujours, quand une personne perd son emploi, c'est la famille au complet qui est touchée, là. Pour aider les gens qui ne travaillent pas à les replacer, à avoir une meilleure formation, pour aider les gens malades également. Tu sais. Puis, comme c'est la dernière question, je pense, alors je dirais que je pense que les gouvernements minoritaires, je vais regarder M. Fergus. Donc, les gouvernements minoritaires peuvent, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, peuvent accomplir de grandes choses pour la population parce que le parti qui est au pouvoir doit faire des compromis parce qu'à ce moment-là, on représente vraiment tout le monde. C'est sûr qu'une réforme du mode de scrutin, c'est idéal, là. Mais pour aider à sortir de la pandémie ou à sortir de quelque crise que ce soit, je pense que quand on travaille ensemble, là, ça prend un gouvernement minoritaire, mais ça, c'est le fun que ce soit fait aussi en tout temps. Une réforme du mode de scrutin avec ça. Merci beaucoup, Monique. Alexandre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Écoutez, c'est absolument fascinant. On devrait avoir des débats à la Chambre des communes qui ressemblent à votre webinaire parce que je pense qu'on atteindrait beaucoup plus d'objectifs et on obtiendrait plus de résultats pour les gens parce qu'il y a beaucoup de points communs dans ce que tout le monde dit ce soir. Et je dois quand même rappeler une des leçons de la pandémie, c'est la capacité de notre système de santé d'être capable d'absorber le choc puis d'avoir des bonnes conditions de travail et d'avoir suffisamment de ressources. L'achat local, très important, être moins dépendant envers les autres et être capable de aider nos commerçants du coin, nos commerçants du quartier, une très, très bonne chose. Et il faut absolument faire le virage vers une relance verte et durable, vers l'économie de demain avec les énergies renouvelables. Il faut absolument arrêter d'être dans l'économie des combustibles fossiles, du pétrole et du gaz. Je pense que là-dessus, on devrait tous être capables de s'entendre. Et comme disait Madame la sénatrice, je pense que également on doit viser le rôle d'un Canada dans l'avenir
sur le multilatéralisme et être capable d'avoir des plateformes internationales et où on est capable d'avoir des débats importants sur l'économie, la fiscalité, mais également sur l'environnement. Je pense que le Canada a un rôle à jouer sur le fait d'avoir un multilatéralisme vraiment proactif sur la planète. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, si jamais on prend ce modèle ici pour l'Assemblée, pour le Parlement, je suis bien fier d'être le président du Parlement, mais seulement si c'est vous. Moi, je le fais juste si c'est toute l'équipe qui va, OK? Alors, on va essayer d'en faire 2 autres. Monique, on a juste 8 minutes, mais on va quand même essayer. Alors, une phrase, là, vraiment, là, juste quelques syllabes. Et celui-ci, la question ici qui a été soumise, je pense qu'il y en a de vous qui ont déjà touché, alors vous pouvez répéter vos réponses rapidement. Quelle infrastructure peut être mise en place pour faire face aux pandémies potentielles et aux pandémies à l'avenir pour le Canada? Alors, quelle sorte d'infrastructure que nous pouvons instaurer? Marc-André, on va débuter avec vous. Oui, ben, je pense qu'on va devoir trop longtemps dans nos sociétés, au Canada, on a mis de côté un peu la santé publique. On mettait beaucoup d'argent dans les urgences, puis tu sais, vraiment de s'occuper des patients. Donc, je pense qu'on va devoir investir dans nos santé publiques, dans les spécialistes, dans la science, pour permettre de détecter ce qui s'en vient, de faire une synthèse également de ce qu'on aura vécu pendant cette pandémie. Greg. Je suis d'accord avec Marc-André dans ce cas-là, puis il faut investir aussi d'une façon internationale pour qu'on puisse coordonner les activités de tous les pays pour s'assurer qu'on agisse tout ensemble pour identifier aussitôt que possible ces épidémies. On ne veut pas que ça devienne des pandémies, mais aussi j'aimerais qu'on investisse aussi dans l'éducation. Parce qu'il semble que notre modèle est trop rigide. C'est difficile avec la façon dont on s'est organisé. On est dans une situation où on n'a pas pu sortir de l'encan, de carcan de notre système d'éducation pour s'adapter à une pandémie. Et ça a mis beaucoup de pression sur les parents, aussi sur les enseignants. Il faut trouver un autre modèle. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais il faut réfléchir parce que je suis certain que ça ne serait pas la dernière pandémie qu'on va faire face dans nos jours. Oui, est-ce que je peux rebondir là-dessus? Vous êtes prochaine, allez-y, oui. D'accord. Mais je voulais rebondir sur la question de l'éducation parce que, franchement, ça nous a montré, cette pandémie, à quel point il faut être plus agile qu'on l'est. Écoutez, au Québec, il n'y a pas eu de classe pendant au printemps. On a tiré la plug et les enfants ont été livrés à eux-mêmes dans les écoles. Et moi, je dois dire que, et ça n'a pas été le cas partout dans les provinces, mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu réussir à organiser de l'enseignement aux enfants. Alors, ça, moi, c'est une question d'agilité et les systèmes parfois sont trop lourds. Puis je vous dirais aussi, mais ça a été dit beaucoup, mais le fameux système d'alerte du Canada là, qui avait été complètement vidé de sa substance pendant les décennies antérieures, ben ça, c'est quelque chose d'assez formidable parce que non seulement ça nous aurait permis, nous, d'être un peu plus alertes, d'arrêter de dire au début, il n'y a rien là, ça ne se rendra pas, c'est en Chine, ça nous aurait permis nous-mêmes de nous préparer plus vite. Et aussi, apparemment, plusieurs pays dépendaient de ce système d'alerte et en tant que pays plus riches, ben, c'est à nous de faire ça et de faire connaître notre analyse de la situation. Alors, je m'arrêterai sur ces 2 points. Alexandre. Écoutez, si vous me partez sur l'éducation, là, je peux vous dire une chose. L'école en ligne et le télétravail des parents à la maison, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette situation-là. Alors, il va falloir trouver d'autres manières de faire pour l'avenir. Mais pour l'avenir, moi, je dirais une chose qu'on doit changer fondamentalement. Oui, les transferts en santé pour avoir de meilleures conditions de travail puis de meilleurs services en santé pour l'ensemble des gens. Mais je vous dirais également
qu'il faut absolument avoir un système où on est capable d'avoir un Internet qui est connectable pour tout le monde. Il y a des gens au Québec, dans certaines régions, qui sont pas capables d'être en télétravail parce qu'ils n'ont pas une bonne connexion Internet. C'est absolument inacceptable. Et après cette pandémie-là, on ne pourra pas continuer à fonctionner avec ces conditions-là. Merci. Monique. Alors, écoutez, on a parlé de santé, c'est du domaine du Québec et des provinces, mais les transferts en santé, ça, c'est du domaine d'Ottawa, donc c'est certain. On a parlé d'éducation. Écoutez, je viens du secteur de l'éducation, j'ai travaillé 38 ans dans ce secteur-là, donc c'est sûr que quand on parle d'éducation, ça vient me toucher, mais c'est du domaine du Québec et des provinces. Moi, je me dirais, il faudrait avoir une éducation peut-être à une meilleure alimentation. Ça va permettre d'éviter des maladies, d'éviter plus d'hospitalisation. Cette éducation-là, je trouve qu'elle n'est pas faite et qu'elle devrait être faite. Et quand on parle d'infrastructures pour la pandémie, peut-être parce que ma fille aînée reste en Afrique, mais moi, j'ai toujours cette pensée-là de dire, mais il faut aussi qu'on s'entraide des pays entre nous. Là. Et là, avec les vaccins, je veux dire, ça se fait pas, là. Elle, en Afrique, ils n'ont pas accès là, à Bamako, là, au Mali, avec les vaccins. Donc, je veux dire, si on veut qu'un jour ça s'arrête, celle-là, il va falloir commencer par distribuer de façon plus équitable. Et si on veut prévenir les prochaines, bien, il va falloir aussi que l'entraide internationale pour mieux connaître ce qui s'en vient, mais également pour améliorer ce qui se passe dans d'autres pays. Nous, on est un pays riche, mais je veux dire, on peut aider davantage l'international. C'est mon petit côté mère d'une fille qui est en Afrique. Ben, merci beaucoup, Monique. Alors, une autre question, 20 secondes chaque. C'est la question que moi, je voulais vous demander. Alors, je vais quand même prendre le temps pour demander la bonne question là, que j'ai préparée. Qu'aimeriez-vous voir améliorer dans la politique et ou le système parlementaire? Alors, Monique, si ça vous va, on va aller avec vous en premier. Mais je pense que je me suis trouvée à en parler tantôt. Une réforme du mode de scrutin, bon, c'était sur la table en 2015, ça n'a pas abouti. Mais à défaut de ne pas avoir une réforme du mode de scrutin qui représenterait vraiment tout le monde, ben, je trouve qu'un gouvernement minoritaire où on doit négocier, on doit tout le monde s'asseoir puis trouver une solution. Vous savez, moi, je pense qu'on a une loi qui dit des élections aux 4 ans. Bien, que ce soit majoritaire ou pas, je suis peut-être bien naïve, mais ça devrait être aux 4 ans et on doit toujours ensuite trouver des avenues pour travailler ensemble. Alexandre. Écoutez, je vais aller dans le même sens que Monique. J'ai fait partie du comité parlementaire sur la réforme du mode de scrutin qui a été mis aux poubelles malheureusement par Justin Trudeau sur un faux prétexte. Mais pour moi, avoir un mode de scrutin proportionnel, ça serait nous amener au rang des démocraties européennes puis des meilleures démocraties au monde. Sans mode de scrutin proportionnel, on est vraiment dans un système archaïque et complètement dépassé. Je ne comprends pas comment on est encore dans ce genre de système-là. Alors, un mode de système proportionnel, ça s'impose. Greg? Oui, je suis député seulement depuis 2015, alors j'ai pas comme des décennies derrière moi, mais je suis un nerd de la politique. La chose qui, je pense, qui doit changer, et puis peut-être ça recherche un petit peu de ce que Monique a dit. C'est pas forcément le mode scrutin et puis la façon dont on s'organise en tant que gouvernement, mais c'est le débat à l'intérieur de la Chambre des communes. Il faut briser ce carcan encore une fois. C'est trop formalisé. C'est un système désuet. Il faut avoir une façon où est-ce qu'on peut avoir des conversations et pas juste présentation d'un point de vue puis aucune façon d'avoir de rétroaction. Comme notre webinaire ce soir. Point de vue d'une sénatrice. Bien, ce que je vous dirais, c'est que j'aimerais évidemment qu'il y ait cette réforme dont je vous ai parlé, des procédures, des règlements, modernisation du Sénat, mais un peu comme Greg, je pense que le ton des échanges, même si on est encore 80 sénateurs indépendants, mais 20 sénateurs conservateurs, il y a encore beaucoup d'attaques, beaucoup de politiques telles qu'on la faisait à une autre époque, telles que conçues par les hommes, avec une certaine agressivité, avec beaucoup d'attaques frontales.
pour moi, c'est du théâtre, ça sert à rien. Et pourtant, je suis une ancienne journaliste, mais je suis complètement mal à l'aise là-dedans parce que c'est factice et on gomme toutes les nuances. Et c'est ça la vie. La vie, c'est les nuances. C'est pas blanc ou noir. Toutes les questions sont compliquées. Ils peuvent pas se réduire à 10 secondes de clip. Alors bon, voilà. Très bien. Alors, point de vue de l'extérieur, Marc-André. Oui, je pense que la pandémie va amener le Parlement un peu moderniser ses règlements au-delà du mode de scrutin ou des échanges dans la Chambre. Il faut adapter. On sait qu'on a un grand pays, le Canada, et on veut recruter, on demande aux partis politiques de recruter davantage de femmes, exemple, ou des jeunes également. Mais on sait que quand tu as une jeune famille, si tu es dans le nord de la Colombie-Britannique ou dans le nord du Québec, ou très, très loin en Ontario, c'est pas adapté. Donc là, qu'on a un Parlement hybride, ça vient pas avec certains risques, mais quand on a un Parlement hybride, il y a des choses de voter à distance. Je pense qu'il faut moderniser le Parlement si on veut accueillir davantage de femmes, davantage de jeunes. On ne peut pas demander aux partis politiques en élection d'aller recruter des femmes quand ton produit est difficile à vendre, quand des femmes qui ont soit des carrières ou soit ont une jeune famille, de quitter ça pour s'en venir à Ottawa. Le dilemme, est-ce qu'on laisse la famille là-bas, est-ce qu'on l'amène ici à Ottawa? Fait que je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour moderniser, pour avoir une plus grande diversité de représentants à la Chambre des communes. Et des hommes, n'importe qui avec des jeunes familles, c'est très difficile, mais peut-être le Parlement virtuel dont nous vivons en ce moment va être catalyseur pour faire ce changement. Merci mille et une fois aux panélistes. Vous étiez fantastiques. Je suis certain que tout le monde est en train de clapper avec moi. Merci aux commanditaires et encore une fois, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont joints ce soir. Nous avons 7 webinaires la semaine prochaine auxquels vous pouvez vous inscrire. Les sujets, il y en a plusieurs, budget fédéral, reconstruction de l'économie, la politique de la radiodiffusion et le rôle de la fonction publique. Alors, s'il vous plaît, visitez le site web du centre, thepearsoncentre.ca, pour plus de renseignements. Alors, à vous tous et toutes, bonne soirée. Merci encore. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Bonne